Mes parents m'ont envoyé un message, on est très occupé avec ton frère. Des semaines plus tard, alors que j'étais à l'hôpital et que j'avais demandé de l'aide, ils ont débarqué pour me supplier de le sauver. Alors, je leur ai répondu, vous l'avez choisi à ce moment-là. Vous n'avez pas le droit de me choisir maintenant. Tout cela est encore si récent, même après tout ce qui s'est passé. Il y a tout juste 2 semaines, ma vie a volé en éclats. J'ai 32 ans, et je suis le genre de gars qui pensait avoir tout compris à la vie. Aujourd'hui, je suis cloué sur un lit d'hôpital, bourré d'analgésiques, et j'essaie de donner un sens à un monde qui vient d'être complètement bouleversé. J'écris ceci d'ici, alors pardonnez-moi si je m'égare un peu, ou s'il y a des fautes de frappe. Mon cerveau est un peu dans le brouillard. Alors, imaginez la scène. C'est un jeudi soir, vers 21h. Je suis encore à mon cabinet d'avocat, dans le centre de Boston, car c'est ça, la vie glamour d'un associé, n'est-ce pas? Dire adieu à sa vie sociale, et survivre à coups de plats à emporter et de Red Bull. Je venais de terminer la préparation d'une énorme réunion client pour le lendemain matin. Le droit des sociétés n'est pas exactement palpitant à chaque minute, mais ça paie les factures. Les bureaux étaient pratiquement vides. Il ne restait que quelques autres bureaux de travail, et l'équipe de nettoyage. Notre cabinet se trouve dans un vieil immeuble historique, ce qui signifie, en gros, qu'il est magnifique, mais que l'entretien est, eh bien, ça forge le caractère. Nous sommes au 5e étage, et je prends toujours les escaliers. Je me dis que c'est ma pénitence quotidienne, pour être resté assis sur mes fesses pendant 14 heures. Et c'est là que tout a dérapé, de manière complètement horrifiante. Un génie de l'entreprise de nettoyage a décidé de cirer les marches, mais a oublié un minuscule détail, les panneaux d'avertissement. Pas un seul, rien du tout. Et ils ont fait ça à 21h, alors que des gens utilisaient encore réellement le bâtiment. Je descends, en regardant mon téléphone, parce que, bien sûr, l'avocat de la partie adverse a dû envoyer cet email de dernière minute. Il y a toujours ce genre de type, pas vrai? Et, l'instant d'après, je fais ma meilleure imitation d'une poupée de chiffon, dans une simulation physique. 2 volets d'escalier. 2 foutus volets de marche. Apparemment, les images de vidéosurveillance ressemblent à une scène tout droit sortie d'un dessin animé de Tom et Jerry. Je ne les ai pas encore regardés. Je n'ai pas trouvé le courage de me voir transformé en ressort humain. J'ai heurté chaque marche, rebondissant sur les 2 murs comme un flipper, et j'ai fini en tas, tout en bas. Le vigile m'a trouvé inconscient, environ 10 minutes plus tard, pendant sa ronde. Le bilan des dégâts, une hanche fracassée, je ne savais même pas que c'était possible jusqu'à maintenant. 3 vertèbres fêlées, et une commotion cérébrale qui m'a fait oublier quel jour on était, pendant près de 48 heures. Les médecins n'arrêtent pas de me dire que j'ai de la chance de ne pas avoir fini paralysé. De la chance. C'est exactement ce que je ressens en ce moment, allongé ici avec une couche pour adultes, parce que je ne peux même pas aller aux toilettes tout seul. Je vis un vrai rêve, les amis. Les ambulanciers qui m'ont ramassé à la petite cuillère ont dit que, si j'avais atterri de manière légèrement différente, nous aurions une conversation très différente. L'un d'eux a même eu le culot de dire, et je cite, au moins, vous êtes avocat. Vous pourrez les poursuivre en justice et les plumer. Merci, Brad, ou Chad, ou peu importe. C'est super utile, pendant que j'essaie de ne pas vomir à cause de la douleur. Mais voici la partie qui me détruit vraiment. C'est ici que le véritable cauchemar commence. L'hôpital a appelé mes contacts d'urgence juste après mon admission. Il s'agissait de mes parents, car, apparemment, je n'avais jamais mis à jour mes formulaires depuis la fac de droit. Note pour plus tard, corrigez ça, si jamais je sors d'ici. On pourrait penser que ses propres parents se précipiteraient à l'hôpital, en apprenant que leur fils a failli devenir un résident permanent de la ville des chaises roulantes. N'est-ce pas? Faux. Totalement faux. Leur réponse? Oh, nous sommes un peu occupés en ce moment, mais tenez-nous au courant. Occupés. Ils étaient sacrément occupés. Je suis ici, avec assez de métal dans la hanche pour déclencher les portiques de sécurité des aéroports pour le reste de ma vie. Et ils sont occupés parce que mon petit frère, Jake, fait une grande présentation à des investisseurs, au sujet de son tout dernier projet crypto-révolutionnaire. Mais on reviendra sur Jake plus tard, car, bon sang, c'est un tout autre niveau de drame familial, que j'essaie encore d'assimiler. Le pire, c'est que ce n'était même pas surprenant. Je suis devenu associé à 30 ans,
dans l'un des 50 meilleurs cabinets d'avocats de Boston. Vous savez ce que mes parents m'ont dit quand je le leur ai annoncé? Oh, c'est bien, chérie. Tu as entendu parler de la nouvelle start-up de Jack? Il va vraiment aller loin. Ouais, aller loin. Bon, je m'avance un peu. Alors me voilà, au 14e jour à l'hôpital, en train de taper ça sur mon téléphone. Je n'arrive pas à dormir. Et les antidouleurs me rendent philosophe, ou quelque chose du genre. Les infirmières sont sympas. Dédicace à Steve, de l'équipe de nuit, qui me glisse des portions supplémentaires de Jell-O. Mais, franchement, les lits d'hôpital n'ont pas été conçus pour des mecs d'1m90 avec le corps en miettes. Mon cabinet a été étonnamment correct. Il couvre tous mes dossiers. Et l'associé directeur m'a même envoyé une corbeille de fruits de luxe, car rien ne dit mieux, désolé que vous ayez failli mourir dans notre bâtiment, qu'un ananas hors de prix. Les avocats de la gestion de l'immeuble m'ont déjà contacté pour un règlement à l'amiable, ce qui est hilarant, vu que je suis moi-même avocat. Pense-t-il que je ne sais pas exactement à quel point ils ont foiré? Mais ce n'est même pas ça la vraie histoire. La vraie histoire, c'est ce qui s'est passé ensuite. Car apparemment, l'univers a décidé qu'une hanche fracassée et une blessure à la colonne vertébrale, ce n'était pas assez de drame pour un seul mois. Ma famille. Eh bien, disons simplement que les choses sont devenues beaucoup plus compliquées. Puisque je suis encore coincé ici, avec rien d'autre que du temps et de la morphine, plongeons dans ce cloaque de dysfonctionnement. Imaginez le tableau. Newton, Massachusetts, au début des années 90. Une banlieue de la classe moyenne supérieure, où l'enfant de chacun allait guérir le cancer, ou devenir président. Mes parents, Linda et Robert, je les appellerai juste L et R, parce que taper à une main, c'est nul, était le couple puissant typique de banlieue. Papa est comptable. Maman est agent immobilier, et ils avaient leur plan de vie tout tracé. 2 fils parfaits, qui grandiraient pour devenir exactement ce qu'ils voulaient. Et puis il y a moi, leur fils aîné. J'avais de bonnes notes à l'école, j'étais capitaine du club de débat, j'ai été admis à l'université de Boston avec une bourse. Plutôt solide, non? Mais ensuite, il y a Jack, mon frère, de 2 ans mon cadet. Et, apparemment, touché par la grâce de Zeus en personne, si l'on en croit mes parents. Le truc avec Jack, c'est qu'il a toujours été effrayant d'intelligence avec les ordinateurs. Genre, à 13 ans, il programmait ses propres jeux. Cool, n'est-ce pas? Sauf que mes parents ont pris ça, et ont poussé le bouchon jusqu'à un niveau de folie absolue. La moindre petite chose qu'il faisait était traitée comme s'il inventait le prochain Facebook. Ils créaient un site web basique? Ils invitaient toute la famille pour s'en émerveiller. Ils codaient une application simple? Ils disaient à tout le monde que leur fils était le prochain Steve Jobs. Pendant ce temps, je me tuais à la tâche à l'université de Boston, pour ensuite entrer à la fac de droit de Boston College. Pas vraiment une mauvaise école, au passage. J'ai fait partie du comité de rédaction de la revue de droit, j'ai obtenu mon diplôme parmi les meilleurs de ma promotion, et j'ai décroché un emploi dans un cabinet prestigieux. Vous savez ce que mes parents m'ont dit quand je suis devenu associé à 30 ans? C'est bien, chérie. Tu savais que Jack apprenait tout seul le développement de la blockchain? Je me souviens encore du jour où j'ai gagné ma première grosse affaire, en tant qu'avocat principal. C'était un litige complexe de fusion d'entreprises, ça a fait les nouvelles économiques locales, et tout le reste. J'ai appelé à la maison, tout excité de partager la nouvelle, et ma mère, je ne plaisante pas, m'a littéralement interrompu pour me dire que Jack venait de lancer sa 3e start-up. Ces 2 premières avaient échoué de façon spectaculaire, mais apparemment, cela faisait simplement partie de son parcours d'entrepreneur. Mon propre succès, lui, n'avait aucun sens. Laissez-moi vous donner un exemple typique de dîner de famille, à Noël dernier. Jack arrive avec 2 heures de retard. Apparemment, les entrepreneurs ne croient pas en la notion de temps, et il porte un sweat à capuche qui a probablement coûté plus cher que ma première voiture. Il commence à parler de sa nouvelle plateforme crypto, qui va révolutionner la propriété numérique, ou je ne sais quelle bouillie de mots à la mode il servait ce jour-là. Mes parents boivent ses paroles, comme s'il prononçait le sermon sur la montagne. Moi? J'essaie de mentionner que je viens de conclure un accord de 50 millions d'euros, pour une grande entreprise technologique. Plutôt pertinent par rapport à la conversation, pas vrai? Ma mère me fait littéralement taire. Elle me fait chute. À un associé de 32 ans dans un cabinet d'avocats.
Chérie, Jake nous explique la blockchain, comme si j'étais un gamin qui interrompt les adultes. Et l'argent. Oh mon Dieu, l'argent. Chaque fois qu'une des startups de Jake faisait faillite, ce qui arrivait environ tous les 18 mois, mes parents investissaient pour l'aider à se remettre sur pied. Leur fonds de retraite? Quel fonds de retraite? Tout est parti dans les entreprises de Jake. Mais quand j'ai eu besoin d'aide avec mes prêts étudiants pour la fac de droit, c'était « Désolé, chérie, tu dois apprendre la responsabilité financière ». Le comble, c'est que Jake n'a jamais eu un vrai travail. Pas une seule fois. Il est passé d'échec de start-up en échec de start-up, vivant de l'argent des investisseurs et du fonds de retraite de nos parents. Pendant ce temps, j'ai travaillé 80 heures par semaine depuis la fin de mes études de droit, je me suis bâti une carrière légitime, et j'ai réussi à économiser assez pour acheter un bel appartement dans le quartier de Back Bay. Mais, d'une manière ou d'une autre, c'est moi le raté. Vous voulez savoir à quel point le favoritisme est grave? Quand je suis devenu associé, mes parents ont oublié de venir au dîner de célébration. Leur excuse? Jake avait besoin d'aide pour installer son nouveau bureau à domicile. Mais quand Jake a enregistré sa dernière société à responsabilité limitée, ils ont organisé une putain de fête. Traiteur, champagne, la totale. Ils ont même fait un discours pour dire à quel point ils étaient fiers de leur fils entrepreneur. Une fois, j'ai surpris ma mère au téléphone avec sa sœur, disant que Jake était en train de changer le monde, alors que moi, je n'étais qu'un avocat. Juste un avocat. Parce qu'apparemment, aider de vraies entreprises à naviguer dans des problèmes juridiques complexes, ce n'est rien comparé à la création d'une énième start-up crypto vouée à l'échec. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi ne pas simplement couper les ponts avec eux? Croyez-moi, j'y ai pensé. Mais la famille, c'est compliqué. De plus, je me suis toujours accroché à ce stupide espoir que, peut-être, juste peut-être, il finirait par me voir, moi aussi. Pas juste comme le grand frère moins intéressant de Jake, mais comme quelqu'un qui avait réellement réussi sa vie. Mais après cet accident, après qu'ils n'aient même pas pris la peine de rendre visite à leur fils à l'hôpital, quelque chose s'est brisé. Et ensuite, tout a basculé avec la dernière entreprise de Jake. Et là, mon Dieu, c'est un tout autre niveau de désordre. Disons simplement que parfois, le fond du gouffre possède un sous-sol. Me voilà donc allongé dans mon lit d'hôpital, juste après l'opération. Les médecins venaient de finir de me mettre assez de métal dans la hanche pour construire un petit robot, et je flottais entre deux états de conscience, grâce aux bonnes choses qu'ils m'injectaient. La première chose dont je me souviens clairement, c'est l'infirmière vérifiant mes contacts d'urgence et disant « Nous avons joint vos parents. Ils ont été informés de votre état. » Vous connaissez ce sentiment, quand vous êtes enfant, que vous vous blessez, et que tout ce que vous voulez, c'est votre mère? Ouais. Il s'avère que ça ne disparaît pas. Même quand on est un avocat de 32 ans, qui se dispute avec des multinationales pour gagner sa vie, je continuais de fixer la porte, m'attendant à les voir débouler d'une minute à l'autre. Je veux dire, leur fils vient de dévaler 2 étages d'escalier et a failli devenir tétraplégique. C'est typiquement la situation où on lâche tout pour accourir, non? Le premier jour a passé. Rien. Pas même un SMS. Les infirmières n'arrêtaient pas de dire « Je suis sûr qu'ils sont en route ». J'ai réussi à récupérer mon téléphone dans mes affaires personnelles, un grand merci à l'ange d'infirmière qui me l'a chargé, et j'ai commencé à leur envoyer des SMS. Mise à jour, et l'opération s'est bien passée. Les médecins disent que j'ai de la chance. Lu à 14h34. Ma hanche est en piteux état. J'aurais peut-être besoin d'une autre opération. Lu à 16h15. Ce serait sympa de vous voir. Lu à 19h45. Leur réponse? Laissez-moi partager ces perles avec vous. Papa, content que tu ailles bien, champion. Un peu occupé avec le truc de Jake. Tiens-nous au courant. Champion. J'ai 32 putains d'années, et il m'appelle, champion, pendant que je suis à l'hôpital. Maman, oh, mon chéri, ça a l'air difficile. Jake est nerveux pour sa présentation. Je t'envoie des pensées de guérison. Parce qu'apparemment, ces pensées de guérison sont tout aussi efficaces que sa présence physique. Vous voulez savoir ce qui est vraiment amusant? Essayez d'utiliser un bassin hygiénique, quand on a une hanche fracassée, et 3 vertèbres fêlées. Vous savez ce qui est encore plus amusant? Le faire sans avoir sa famille à ses côtés pour vous soutenir,
ou pour aider à faire le lien avec les infirmières. Dieu merci, ma collègue Sarah du cabinet passait tous les jours après le travail, pour m'aider à gérer la paperasse de l'assurance, et m'apporter de la vraie nourriture mangeable. Jour 2, encore le silence. Je pouvais voir sur Instagram que maman était occupée à aider Jack à choisir son costume de pouvoir pour la réunion avec les investisseurs. Elle a posté au moins 6 stories à ce sujet. Il a 30 ans, bon sang. Jour 3. Papa a envoyé un message sur WhatsApp, pour me demander si je pouvais jeter un œil à quelques contrats pour la présentation de Jack, quand tu te sentiras mieux. J'aimerais tellement inventer tout ça. Jour 4. Maman a finalement appelé, pendant 45 secondes, pour me demander si je pouvais transférer des documents depuis mon ordinateur de travail, pour la présentation de Jack. Je lui ai dit que j'étais littéralement à l'hôpital. Elle a répondu, « Oh, c'est vrai, il y a eu ça. Remets-toi bien, mon cœur. » Et elle a raccroché. Les infirmières ont commencé à me jeter des regards pleins de pitié. Vous savez, ceux où elles essaient d'être professionnelles, mais où on devine très bien qu'elles pensent, « Waouh, ta famille craint un max. » L'une d'elles, Maria, s'est même assise avec moi pendant sa pause au 5e jour, parce qu'elle voyait que je perdais les pédales. Elle a partagé sa compote avec moi, et tout. Imaginez être de tellement mauvais parents, que le personnel de l'hôpital se sent obligé de materner votre fils de 32 ans. Le vrai coup de poing dans les dents, cependant, le voici. Vous voyez ces tableaux blancs dans les chambres d'hôpital, où ils écrivent la date, le nom de votre infirmière, et vos objectifs quotidiens? Au 6e jour, mon objectif était de m'asseoir sans aide pendant 10 minutes. Pendant ce temps, mes parents postaient partout sur Facebook au sujet de la présentation bouleversante de Jack, et de la façon dont il révolutionnait l'avenir de la finance numérique. J'ai finalement craqué, et j'ai appelé mon cousin Mike, qui vit à environ 1 heure de route. Il est venu me rendre visite ce soir-là, et c'est là que j'ai découvert ce qui était si important, pour que mes parents ne daignent pas rendre visite à leur fils gravement blessé. Mais cette révélation mérite son propre chapitre, parce que mon Dieu, vous ne croirez jamais ce que Jack préparait vraiment. Le pire, c'est que je n'arrêtais pas de leur trouver des excuses dans ma tête. Peut-être qu'ils étaient vraiment débordés. Peut-être qu'ils ne comprenaient pas à quel point c'était grave. Peut-être qu'ils pensaient que j'étais plus fort que je ne le suis. La mentalité classique de la victime d'abus, n'est-ce pas? Un grand merci à mon thérapeute de l'hôpital pour cette prise de conscience. Vous savez ce qui m'a finalement brisé? Au 6e jour, j'ai surpris une conversation entre 2 infirmières devant ma chambre. L'une demandait pourquoi mes parents ne venaient jamais, et l'autre a répondu, « Oh, l'hôpital les a appelés juste après son admission. » La mère a dit qu'ils étaient trop occupés avec la réunion d'affaires de leur autre fils, et a demandé si on pouvait juste envoyer des mises à jour par SMS. Laissez bien ça imprégner votre esprit. Leur fils est à l'hôpital, avec des blessures potentiellement irréversibles, et ils ont demandé des nouvelles par SMS, parce qu'ils étaient occupés avec la foutue présentation PowerPoint de Jack. Après ça, Mike se pointe vers l'heure du dîner, au 6e jour de mon hospitalisation, l'air incroyablement mal à l'aise. Il a toujours été le pacificateur de la famille. Donc, en le voyant tripoter ses clés de voiture, j'ai su qu'il y avait un problème. Après quelques banalités maladroites sur mes blessures, oui, Mike, ma hanche me fait toujours un mal de chien. Merci de demander, il crache enfin le morceau sur ce qui se trame avec la grande présentation de Jack. Il s'avère que mon frère, le génie de la famille, venait d'obtenir 20 millions d'euros de financement pour sa nouvelle plateforme crypto. 20 millions d'euros, provenant de vrais investisseurs en capital risque, et de quelques investisseurs privés très en vue. Ce détail devient important plus tard, croyez-moi. Sa plateforme était censée révolutionner la finance décentralisée, en combinant les contrats intelligents NFT, et je ne sais quelle bouillie de mots à la mode sur l'optimisation de la blockchain pilotée par l'IA. Mes parents ont complètement perdu la tête. Genre, des niveaux de célébration dignes du festival de Woodstock. Ils ont loué tout le dernier étage d'un restaurant chic de Boston, ont invité littéralement tous les gens qu'ils connaissaient, et ont organisé cette fête gigantesque pour célébrer la « vision » de Jack. Il y a eu des discours, des pyramides de champagne, et même une sculpture de glace personnalisée avec le logo de l'entreprise. Une putain de sculpture de glace, les gars. Mike m'a montré les photos sur son téléphone. Merci, cousin, c'est exactement ce que j'avais besoin de voir, pendant que j'essayais de maîtriser l'art de manger du jello de l'hôpital à une main. Il y a ma mère, pleurant littéralement des larmes de joie,
pendant que Jake prononce un discours sur la disruption des paradigmes financiers traditionnels. Mon père publie des mises à jour sur LinkedIn toutes les 15 minutes, expliquant comment son fils change la face du commerce numérique. Le journal local a même fait un article à ce sujet, un prodige local de la tech obtient un investissement majeur. Ils ont utilisé la photo préférée de Jake. Vous savez, celle où il essaie de ressembler à un mélange entre Steve Jobs et ce gars de la série Silicon Valley. L'article mentionnait son parcours impressionnant de startups innovantes, ce qui est très pratique, vu qu'ils n'ont pas précisé que chacune d'entre elles avait échoué. L'article expliquait aussi comment cette nouvelle plateforme allait démocratiser la gestion des actifs numériques, quoi que ça veuille dire. Vous voulez savoir le meilleur? Au milieu de toute cette célébration, juste entre le toast au champagne et le dessert, ma mère a carrément publié sur Facebook « Je me sens béni. Notre fils est en train de changer le monde. » Quel fils, maman? Celui qui révolutionne la crypto, ou celui qui est allongé sur un lit d'hôpital, essayant d'apprendre à s'asseoir sans hurler de douleur? Mais attendez, c'est encore mieux. Pendant la fête, Jake a apparemment fait un grand discours sur le fait que la famille est le fondement du succès, et comment le soutien indéfectible de nos parents a rendu tout cela possible. Il a même été ému, en parlant de la façon dont ils avaient toujours cru en lui. Pendant ce temps, moi, je regarde des rediffusions de Friends sur une minuscule télé d'hôpital, essayant de convaincre une infirmière de nuit que je peux totalement me débrouiller tout seul pour aller aux toilettes. Voix off du narrateur, il ne pouvait pas, en fait, se débrouiller tout seul pour aller aux toilettes. Les investisseurs étaient tous là, aussi. Mike a dit qu'il ressemblait à des stéréotypes parfaits de gens riches, voulant s'enrichir encore plus vite. Beaucoup de doudounes sans manches Patagonia et de montres de créateurs. Jake manipulait l'audience comme un pro, balançant des termes comme « intégration de la blockchain » et « automatisation des contrats intelligents », comme s'il vendait le salut éternel. L'un de ses investisseurs, un type qui gère apparemment l'argent de plusieurs familles politiques, a été tellement impressionné qu'il a engagé 5 millions d'euros supplémentaires sur le champ, en pleine fête. Ça doit être sympa d'avoir de l'argent à ne plus savoir qu'en faire, hein? Gardez ce type en tête, lui aussi, car il devient très pertinent par la suite. Mes parents planaient littéralement. Maman n'arrêtait pas de dire à tout le monde qu'elle avait toujours su que Jake était spécial, et qu'il pensait simplement différemment des autres. Papa parlait déjà de retraite anticipée, disant à ses potes de golf que son fils allait s'occuper de tout. Vous savez ce qui est vraiment tordu? Pendant que tout cela se passait, pendant qu'ils célébraient tous l'incroyable succès et l'avenir brillant de Jake, mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère. Chérie, puisque tu te reposes de toute façon, pourrais-tu jeter un œil au contrat des investisseurs de Jake quand tu en auras la force? Nous voulons être sûrs que tout est fait dans les règles. Merci, mon cœur. Me reposer. Me reposer comme si j'étais dans un spa ou un truc du genre. Pas comme si j'étais allongé dans un lit d'hôpital, avec assez de métal dans la hanche pour construire une petite voiture. Mais bien sûr, maman, laisse-moi juste examiner des contrats financiers complexes, en étant complètement défoncé à la morphine. Aucun problème du tout. Je n'ai pas répondu à ce message. Que aurais-je pu dire, d'ailleurs? Désolé maman, je suis un peu occupé à réapprendre à marcher. Demande peut-être à ton fils à succès d'embaucher un vrai avocat spécialisé en contrat, avec quelques-uns de ses millions. Mike est parti après m'avoir montré tout ça, se sentant probablement comme le pire messager du monde. Mais avant de partir, il a hésité à la porte, et a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Tu sais, pour ce que ça vaut, rien de tout ça ne semble juste. Jake a toujours été créatif avec la vérité, mais là c'est différent. Ça semble trop gros. Oh, Mike, espèce de magnifique salaud intuitif. Tu n'avais aucune idée à quel point tu avais raison, car toute cette célébration, ce triomphe massif de l'enfant chéri, était sur le point de leur exploser à la figure, de la manière la plus spectaculaire qui soit. 2 semaines après la grande fête de Jake pour les investisseurs, et après 3 semaines d'hospitalisation, je commençais enfin à m'habituer à ma nouvelle hanche de cyborg. Le physiothérapeute me faisait faire ces exercices ridicules, qui me donnaient l'impression d'être un bébé girafe apprenant à marcher. Mais au moins, je pouvais m'asseoir sans avoir envie de mourir. C'est à ce moment-là que tout a dérapé. C'était un mardi matin. Je m'en souviens, parce que je regardais les informations, plutôt content d'avoir réussi à manger mon petit déjeuner sans rien faire tomber, quand mes parents ont fait irruption dans ma chambre d'hôpital, comme s'ils étaient pourchassés par des loups. Pas d'appel préalable, pas de texto, rien.
juste une irruption. Et pendant que j'essayais de comprendre comment manger mon jello sans ressembler à un bambin, la première chose qui m'a frappé, c'est à quel point ils avaient l'air différents des photos de la fête de Jake. Les mèches blondes parfaites de maman laissaient apparaître des racines. Sa tenue de créateur était froissée, ce qui, si vous connaissiez ma mère, revenait à voir une licorne, et elle ne portait pas de maquillage. Autre signal d'alarme, papa avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 2 semaines. Son habituel polo de golf immaculé avait été remplacé par ce qui ressemblait aux vêtements de la veille. Mais voici le clou du spectacle, ils ont apporté des fleurs, un triste bouquet à moitié mort, sur lequel était encore collée l'étiquette de prix Walgreen à 9,99 €. Après 3 semaines de silence, ils se pointent avec des fleurs en promotion, qui avaient l'air d'être restées dans leur voiture pendant des jours. Maman a essayé de me serrer dans ses bras, ce qui était atrocement gênant, vu que j'avais encore des tubes partout, et que je ne pouvais pas bouger sans grimacer. Papa restait près de la fenêtre, tripotant son téléphone, comme s'il détenait les secrets de l'univers. Le silence était si lourd qu'on aurait pu le couper au scalpel. Finalement, maman a éclaté en sanglots. Pas les jolis pleurs des photos de la fête de Jake, mais le genre de pleurs où le mascara coulait la morve pend au nez. Entre 2 sanglots, l'histoire est sortie. Et bon sang, les amis, vous vous souvenez de cette plateforme crypto-révolutionnaire, qui devait changer la finance numérique à tout jamais? Il s'est avéré qu'elle était à peu près aussi réelle que mes chances de courir un marathon la semaine prochaine. La SEC avait gelé tous les comptes de l'entreprise de Jake. Le FBI était impliqué. Ces investisseurs privés de haut vol? Ils comprenaient les enfants de 3 sénateurs, et le neveu d'un gouverneur. Mais attendez, ce n'est pas tout. Jake n'avait pas simplement monté une arnaque crypto ordinaire. Non, mon petit génie de frère avait, d'une manière ou d'une autre, convaincu ces gens qu'il avait développé un algorithme d'intelligence artificielle, capable de prédire les fluctuations du marché crypto avec une précision de 97%. Il leur avait montré de faux historiques de transactions, fabriqués de faux rendements, la totale. Les 20 millions d'euros n'allaient pas au développement de la plateforme. Ils servaient directement à rembourser les premiers investisseurs, et à financer les recherches de marché de Jake. Comprenez par là, sa Tesla, son appartement en centre-ville, et apparemment, la copropriété d'un yacht dont je n'avais même pas connaissance. Maman pleurait toujours, le mascara créant ce qui ressemblait à des peintures de guerre sur ses joues. Quand papa a enfin pris la parole, c'était « Mon fils », a-il dit de ce ton qui précédait toujours une demande, « Nous avons besoin de ton aide ». Il s'avère qu'ils avaient déjà englouti tout leur fonds de retraite, pour payer les premiers frais d'avocat de Jake. La maison était hypothéquée jusqu'au cou. Ils avaient même contracté des prêts personnels, pour l'aider à maintenir son image d'entrepreneur à succès. Tout ça parce que Jake avait une vision. Maintenant, ils avaient besoin de moi, leur fils de secours, le vieil et ennuyeux avocat d'affaires, pour venir à la rescousse. Ils voulaient que je représente Jake, que j'utilise ma magie légale, ce sont les mots exacts de papa, et que je fasse disparaître tout ça. Maman a même eu l'audace de dire, c'est ta chance d'aider vraiment la famille. Je suis resté là, allongé, des tubes sortant de mon bras, toujours incapable de marcher sans aide, et j'ai écouté. Ils m'ont expliqué comment je pouvais me racheter, en sauvant Jake. Pas une seule mention de mes blessures, pas une seule question sur ma convalescence, ils sont passés directement à la façon dont je pouvais réparer les dernières bêtises de leur enfant chéri. Le comble, c'est que, pendant que maman était au milieu de sa supplique sur la loyauté familiale, une infirmière est entrée pour changer mes pansements. Elle a jeté un regard à mes parents, qu'elle n'avait jamais vus auparavant, bien qu'elle se soit occupée de moi pendant 3 semaines, et a dit, « Oh, vous devez être la famille. » Je commençais à croire que notre patient était orphelin. Le silence qui a suivi était si lourd, qu'on aurait pu construire une plateforme crypto dessus. Mais le véritable coup de poing au ventre est survenu, quand maman a essayé de se défendre. Nous avons été tellement occupés à gérer la situation de Jake, a-t-elle commencé. Et je jure devant Dieu que les sourcils de l'infirmière ont failli s'envoler de son visage. Même papa a eu la décence de paraître embarrassé. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Il ne s'agissait plus seulement de la fraude de Jake, ou du favoritisme de mes parents. Il s'agissait de toute une vie passée à être le plan B de la famille, leur filet de sécurité, l'option à utiliser en cas d'urgence en brisant la glace. Et maintenant, l'urgence était arrivée. Me voilà donc, toujours dans mon lit d'hôpital, regardant mes parents littéralement imploser devant moi.
Le commentaire de l'infirmière pensant que j'étais orphelin flottait encore dans l'air, comme une bombe prête à exploser. Mais voici ce qui se passe quand on est coincé dans un lit d'hôpital pendant 3 semaines, on a beaucoup de temps pour réfléchir. Et, bon sang, j'avais réfléchi. Papa a commencé à faire les 100 pas dans la chambre, se lançant dans ce qu'il croyait sûrement être un plaidoyer convaincant, sur la loyauté familiale et l'importance d'agir en temps de crise. Mais je ne pouvais pas m'arrêter de fixer ce pitoyable bouquet de fleurs vertes qu'ils avaient apporté. 3 semaines. Il leur a fallu 3 semaines, et une enquête fédérale, pour m'apporter des fleurs à moitié mortes. C'est ici que ça devient intéressant. Maman a sorti une pochette, une vraie pochette cartonnée beige, comme si on était dans une série judiciaire des années 80, et a commencé à exposer ce dont ils avaient besoin de ma part. Il s'avère qu'ils ne voulaient pas seulement une représentation juridique. Ils voulaient un faiseur de miracles à grande échelle. Laissez-moi vous détailler exactement ce qu'ils demandaient, car c'est là que mon cerveau d'avocat a commencé à court-circuiter. Ils voulaient que je reprenne la défense de Jake, malgré le fait que je sois un avocat d'affaires, et non un avocat de la défense pénale. Que j'utilise mes relations pour faire disparaître l'enquête de la SEC, car apparemment, ils pensent que la justice fonctionne comme dans un film de la mafia. Que je les aide à cacher des actifs avant qu'ils ne soient gelés, ils me demandaient littéralement de commettre une fraude pour dissimuler une fraude. Que je parle aux investisseurs, dont beaucoup sont liés à des politiciens, pour leur expliquer que tout ceci n'était qu'un malentendu. Oh, et la cerise sur le gâteau, ils voulaient que je fasse tout cela pro bono, parce que, la famille s'entraide. J'ai commencé à rire. Pas un rire normal. Un de ces rires de détraqué, sous l'effet de la morphine, qui me faisait probablement passer pour un super vilain. Mes parents m'ont regardé comme si j'avais perdu la tête, ce qui m'a fait rire encore plus fort. Laissez-moi résumer la situation, ai-je dit, en essayant de m'asseoir plus droit malgré ma hanche qui hurlait de douleur. Vous n'avez pas pris la peine de rendre visite à votre propre fils à l'hôpital pendant 3 semaines. Mais maintenant, vous voulez qu'il risque sa licence d'avocat, et toute sa carrière, pour sauver votre précieux Jake des conséquences de ses actes. Maman a essayé de m'interrompre, avec un tas d'absurdités sur le fait qu'il gérait beaucoup de choses, mais j'étais lancé. 20 ans à être l'enfant de rechange, à être le responsable, à les regarder nettoyer les dégâts de Jake, pendant que je me battais pour obtenir la moindre once d'attention. Tout est sorti d'un coup. Savez-vous au moins quelle opération j'ai subie, leur ai-je demandé. Ils se sont regardés, l'air hébété. Connaissez-vous mon pronostic? Mon temps de convalescence? Le fait que je pourrais avoir besoin d'une autre opération? Non. Mais je parie que vous pouvez me dire exactement ce que j'ai qu'à manger au petit déjeuner, le jour de son discours aux investisseurs. Papa a essayé de jouer la carte de l'autorité. Vous savez, ce ton qu'utilisent les parents quand ils sont en train de perdre une dispute, mais qu'ils pensent encore avoir du pouvoir sur vous. Écoute-moi bien, champion. Non, c'est toi qui m'écoutes, les jeux coupés. Je suis un associé de 32 ans dans un cabinet d'avocats, je ne suis pas votre roue de secours. Je suis couché ici, avec assez de métal dans la hanche pour fabriquer un robot. Et vous voulez que je commette un suicide professionnel pour sauver Jake de sa propre fraude? C'est là que maman a lâché la bombe nucléaire émotionnelle. Nous avons déjà perdu un enfant à cause de ce scandale. Nous ne pouvons pas perdre nos 2 fils. Perdu un enfant. Perdu. Un enfant. Jake a commis une fraude délibérée et calculée. Il a volé des millions d'euros. Il n'était pas perdu. Il a fait le choix, de manière répétée, de tromper les gens et de voler leur argent. Et maintenant, il voulait que je jette tout ce pour quoi j'avais travaillé, pour le sauver. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai sorti ma meilleure voix de tribunal. Laissez-moi être très clair sur un point, ai-je dit, en observant leur visage. Je ne représenterai pas Jake. Je ne vous aiderai pas à dissimuler des actifs. Je ne ferai pas jouer mes relations, et je n'essaierai pas de faire disparaître tout ça. Ce que je vais faire, c'est continuer à me concentrer sur ma guérison. Ce que vous sauriez si vous aviez pris la peine de rendre visite à votre fils gravement blessé, au moins une fois ces 3 dernières semaines. Papa a commencé à virer à cette nuance de rouge si particulière, qu'il prend quand il est sur le point d'exploser. Tu es égoïste, a-t-il craché. C'est ta chance de prouver que tu fais vraiment partie de cette famille. Et voilà. La vérité autour de laquelle nous avions tous tourné pendant des années. Je ne faisais pas vraiment partie de la famille. J'étais juste leur plan B,
leur parachute de secours, leur option d'urgence en cas de nouveau désastre causé par Jake. Sortez, ai-je dit doucement. Comme il ne bougeait pas, j'ai appuyé sur le bouton d'appel de l'infirmière. Soit vous partez maintenant, soit je fais appeler la sécurité pour vous escorter dehors, et vous interdire l'accès à l'hôpital. Maman s'est remise à pleurer. Sérieusement, où stockait-elle toutes ses larmes? Mais j'en avais terminé. L'infirmière est arrivée, la même qui avait fait le commentaire sur l'orphelin, et je lui ai demandé d'appeler la sécurité. L'air de satisfaction sur son visage valait 1000 honoraires d'avocat. Alors que la sécurité les escortait vers la sortie, papa s'est retourné une dernière fois. Tu le regretteras quand on ne sera plus là. Ce sera toujours mieux que de le regretter après avoir été radié du barreau, lui ai-je lancé en retour, avant de devoir immédiatement prendre d'autres antidouleurs, parce que se mettre dans une colère noire, tout à fait légitime, avec des côtes fêlées, ça fait vraiment mal. Alors, voici la dernière mise à jour. Cela fait 3 mois que j'ai jeté mes parents hors de ma chambre d'hôpital. Et honnêtement, la vie est devenue à la fois pire, et bien meilleure, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. D'abord, Jake. Vous vous souvenez de cette plateforme crypto-révolutionnaire, qui allait changer la finance numérique à jamais? Les experts comptables légistes du FBI ont découvert qu'il s'agissait, pour l'essentiel, d'un gigantesque système de Ponzi numérique, avec des étapes supplémentaires. Jake ne s'était pas contenté de truquer les rendements. Il avait créé un réseau élaboré de sociétés écrans, et de fausses transactions, pour faire croire que son algorithme de trading paria était réel. Les chiffres sont enfin tombés. 20 millions d'euros provenant des derniers investisseurs, plus 15 millions d'euros issus de tours de table précédents, qui n'avaient jamais été déclarés. Ça fait 35 millions d'euros appartenant à d'autres personnes, évaporés. La majeure partie est allée rembourser les premiers investisseurs, et financer le style de vie de créateur de start-up de Jake, la Tesla, la part du yacht, l'appartement de luxe, les vols en première classe vers des conférences technologiques, qui n'étaient en fait que des vacances de luxe. Mais voici la partie qui me sidère le plus. Lors de son interrogatoire par le FBI, Jake a osé prétendre qu'il menait une expérience sociale sur la crédulité de la finance traditionnelle. Je ne plaisante même pas. Mon génie de frère, confronté à des preuves accablantes de fraude, a essayé de sortir l'excuse du « c'est juste une blague », mon frère, face au gouvernement fédéral. Les procureurs n'ont pas trouvé ça drôle. Pendant ce temps, ces investisseurs de haut vol que j'ai mentionnés. Il s'avère que, quand on arnaque les enfants de politiciens, les choses bougent très vite. L'enquête de la SEC s'est transformée en une force conjointe avec le FBI. Ils ne se penchent plus seulement sur la fraude. Ils enquêtent sur le blanchiment d'argent, la fraude électronique, et un truc appelé « complot visant à frauder les États-Unis », ce qui ressemble au genre de chef d'accusation qui excite beaucoup les procureurs fédéraux. Mes parents, eux, ont adopté l'attitude des martyrs parfaits. Maman publie des posts quotidiens sur les réseaux sociaux, expliquant que le système est truqué contre les penseurs innovants, et que Jake est persécuté pour avoir perturbé la finance traditionnelle. Papa passe son temps à appeler tous les avocats de Boston, pour essayer de trouver quelqu'un qui prendra l'affaire pro bono, car, surprise, ils sont ruinés. Ils ont hypothéqué leur maison au maximum, pour payer les premiers frais juridiques de Jake, et font maintenant face à une saisie immobilière. Quant à moi, je suis enfin sorti de l'hôpital, et je fais de la physiothérapie. Les médecins disent que je marcherai peut-être toujours en boitant un peu, mais, sachant que j'ai failli devenir un bretzel permanent, je m'en contente. Mon cabinet d'avocat a été étonnamment génial face à tout cela. Ils me laissent travailler à distance jusqu'à ce que je sois totalement mobile, et ils m'ont confié des dossiers intéressants pour m'occuper pendant ma convalescence. Le meilleur dans tout ça? Pour la première fois de ma vie, je suis complètement libéré de l'ombre de l'enfant chéri. Fini les dîners de famille rongés par la culpabilité. Fini les comparaisons avec l'esprit d'entreprise de Jake. Fini mon rôle de plan B de la famille. J'ai bloqué mes parents de partout. Ils ont essayé de se présenter à mon appartement la semaine dernière, avec d'autres fleurs Walgreen, et un classeur rempli de preuves montrant que Jake est, en fait, la victime d'un vaste complot. La réception ne s'est même pas donné la peine de m'appeler sur l'interphone. Ils ont simplement demandé à la sécurité de les escorter vers la sortie. Mais vous voulez connaître le vrai rebondissement? Jake a essayé de me contacter depuis la prison. Il a fait apporter une lettre par un de ses amis. C'était 16 pages, où il expliquait comment la situation lui avait échappé,
qu'il n'avait jamais voulu blesser personne, et qu'il avait toujours admiré mon éthique de travail. Apparemment, maintenant qu'il risque de passer beaucoup de temps derrière les barreaux, mon ennuyeuse carrière juridique ne semble plus si inutile que ça. J'ai pris un immense plaisir à marquer cette lettre, retour à l'envoyeur. Le procureur en charge de l'affaire de Jacques m'a contacté, pour me demander si j'acceptais de témoigner sur certaines de ses précédentes entreprises commerciales, dont j'avais été témoin. J'ai accepté. Maman l'a découvert, et m'a envoyé un email de 5 pages, expliquant comment je détruisais la famille. Je l'ai imprimé, et je l'ai ajouté à mon dossier intitulé « Pourquoi j'ai fait le bon choix ». Vous savez ce qui est drôle? Toutes ces années où j'ai eu l'impression de ne pas être à la hauteur. Comme si, devenir un avocat à succès faisait de moi, d'une manière ou d'une autre, la déception de la famille. Il ne s'agissait pas de moi, en fin de compte. Il s'agissait d'eux. Leur besoin de croire au génie de Jacques était plus fort que leur capacité à voir la réalité. Et maintenant, la réalité vient réclamer son dû. Me voici donc, à 32 ans, apprenant à marcher de nouveau, reconstruisant ma vie sans le poids d'être le second choix de la famille. Ma hanche me fait un mal de chien certains jours. Mais vous savez ce qui ne me fait plus mal du tout? Mon âme. C'est un peu trop niais. Mettez ça sur le compte des antidouleurs. Jacques risque 15 à 20 ans de prison, s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Mes parents font face à la faillite et à la saisie immobilière. La réputation de la famille est en ruine. Et moi? Je suis enfin libre. C'est probablement ma dernière mise à jour sur cette situation. J'ai beaucoup de physiothérapie devant moi, une carrière sur laquelle me concentrer, et une nouvelle dynamique familiale à construire avec les proches qui en ont vraiment quelque chose à faire. Merci pour tout votre soutien, tout le monde. Vous avez été bien plus une famille pour moi, que ma propre famille au cours de ces derniers mois. Si quelqu'un, quelque part, remet en question sa propre valeur à cause de dynamiques familiales toxiques, croyant un type qui a littéralement dû se briser le corps, pour se libérer de ces schémas, vous valez bien plus que d'être le plan de secours de qui que ce soit. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà eu à couper les ponts avec votre famille pour vous protéger? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.